C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça. J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production, c'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé il y a 6 mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice. Partagé entre doute, satisfaction, regret et galère, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices. And very often, if you're permitted to follow your idea all the way through, you find that it is right. You find that your instinct is usually good. Pour ce 13e numéro de Dédale, nous recevons le réalisateur Douglas Attal, fils du producteur Alain Attal. Douglas fait ses armes sur les plateaux de cinéma en filmant des making-of. En 2007, il décide de se lancer dans l'aventure du court-métrage avec Santa Claus, une comédie explorant le thème de l'enfance avec un casting de choix. Après ce projet, Douglas fait la rencontre du chanteur Ben l'Oncle Soul. Tous deux décident de se lancer dans une nouvelle histoire courte, où Ben tiendrait le premier rôle. Soul Wash voit donc le jour en 2011. La comédie romantique fantastique, empreinte de musique, affine le style de Douglas. En parallèle de ses expériences de comédien, Douglas découvre dans le magazine Comic Box le pitch du roman de Gerald Bronner. C'est décidé, ce sera son premier long. Douglas et l'auteur commencent le travail d'adaptation. Malgré la présence de son père et de différents partenaires dans l'équation financière, Douglas mettra pas moins de 10 ans pour porter à l'écran ce film à gros budget. Écoutons l'histoire de « Comment je suis devenu super-héros ». Salut Jules. Salut Flav. Salut Douglas. Salut. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc on va parler de ton film, Comment je suis devenu super-héros. Donc explique-nous d'où tu viens, quel est ton parcours ? Alors, mon parcours, après le bac, j'ai fait 3 ans de fac de cinéma à Paris 3 à Sancier. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à écrire des scénarios de courts-métrages, dont un que j'ai réalisé très jeune, à 19 ans. Je crois que j'étais en 3e année de fac en parallèle. Et j'ai fait aussi, après mes 3 ans de fac, j'ai fait pas mal de making-of de longs métrages et de séries, dont le making-of de Police, les 2 premières saisons de Platane, Seul Tout d'Eric et Ramsey. Et en 2010, j'ai fait mon 2e court-métrage qui s'appelait Soul Wash. J'ai continué toujours à faire des making-of en parallèle et à peu près juste après une fois que j'ai fini mon 2e court-métrage Soul Wash, je me suis lancé dans cette aventure de comment je suis devenu super-héros, donc qui m'a pris une dizaine d'années à concrétiser, ouais. Quelles sont tes influences cinématographiques et graphiques ? J'en ai plein. Je suis un gros fan de comics déjà, depuis que je suis tout petit. Voilà, ça m'a pris à 6-7 ans, j'ai découvert la série animée Batman des années 90 et j'ai plongé dedans la tête la première. J'ai commencé à lire un peu tout ce qui me tombait sous la main. Mon père avait des vieux Strange que je lisais et en parallèle je dépensais tout mon argent de poche dans des BD plus récentes, des Marvel et tout ça. Et donc voilà, c'est vraiment une de mes influences majeures parce que vraiment c'est une passion, c'est même une obsession. D'accord. Plus que le cinéma ? Non. Après le cinéma, j'ai plein d'influences. Moi, ma grosse influence, mais qui est pas forcément très visible et très peut-être pas évidente quand on voit mon film, c'est M. Night Shyamalan. J'ai vraiment commencé à être fou de ciné quand j'ai découvert Sixième Sens en salle en 99 ou 2000. Voilà, je suis fan bon, je suis un fan de cinéma de genre évidemment, mais je suis fan d'une approche du fantastique vraiment intimiste avec du drame et du mélodrame
avec une manière vraiment réduite de traiter le genre. Voilà, c'est une manière de faire qui m'intéresse beaucoup. Et moi je trouve que Shyamalan et pas que lui, tous les réals un peu qui sont dans la même veine. J'aime beaucoup Amenábar aussi. J'aime beaucoup Guillermo del Toro. J'adore Alfonso Cuarón. J'aime bien cette vague de réalisateurs qui font du fantastique ou de la SF qui sont arrivés au début des années 2000, parce que en fait moi j'ai vraiment découvert le cinéma au cinéma. C'est-à-dire que je voyais pas beaucoup de films en VHS à la télé. C'est quand j'ai commencé à sortir seul avec mes potes et donc aller au cinéma à 12-13 ans que je suis vraiment devenu vraiment fou de ça. Et donc j'ai découvert ces réalisateurs et notamment Shyamalan et voilà, c'est à cette période-là que j'ai voulu en faire vraiment mon métier. D'accord. Et après j'ai énormément d'influence. Après, plus tard, j'ai découvert le cinéma de De Palma dont je suis vraiment fan. Je suis vraiment très 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 fan aussi du cinéma de suspense en général, que ce soit De Palma, Hitchcock, Carpenter, que j'ai découvert après un peu plus tard. Mais c'est encore une fois, toutes ces influences sont pas forcément évidentes quand on voit comment je suis devenu super-héros. Mais c'est ces cinémas-là qui m'ont construit en tant que cinéphile. D'accord. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être le fils d'un producteur ? Disons que là, le gros avantage, c'est que je pense qu'un bon producteur, ça te pousse à donner le meilleur de toi-même. Et qui de mieux qu'un papa pour te pousser à donner le meilleur de toi-même. Enfin, voilà, c'est vrai. Pour ça, c'est vraiment... il m'a poussé depuis le début de cette aventure, et même pas que sur le film. Depuis que je veux être réalisateur, à me surpasser, une forme d'exigence, à ne pas me reposer sur des choses que j'avais l'impression de savoir faire alors que je connaissais rien. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu lui as dit que tu voulais être réalisateur ? Il m'a dit, t'es sûr, c'est pas évident, c'est une galère. Lui, en fait, il a commencé comme réalisateur, hein, donc il savait la galère que c'était. Il a fait un premier film qui s'est vraiment planté au box-office en 88. Ouais. Donc il m'a vraiment prévenu, quoi. Mais moi, c'était une période où j'avais aucun doute sur la question, et donc malgré toutes ces mises en garde, j'ai foncé, parce que en plus cette période-là, quand tu as 16-17 ans, moi j'y croyais vraiment à fond les ballons, quoi. Donc après, quand il a vu ça, il m'a vraiment soutenu. Et après, les inconvénients, il y en a pas tellement, mais il y en a parce que mon père, c'est quand même un producteur qui est vachement reconnu et identifié. Donc en fait, plus l'inconvénient, c'était de monter, pour lui, de convaincre des gens de donner de l'argent pour le film de son fils, et que ce soit pas un truc de favoritisme, que pour lui c'était dur, et pour nous deux en fait c'était une difficulté d'aller voir des gens et de dire voilà, c'est un projet, et que de faire en sorte que les chaînes de télé, les distributeurs se disent pas juste c'est un papa qui veut produire le film de son fils, que le projet leur fasse dépasser cette idée préconçue qui est totalement normale, hein. Moi j'ai pas de problème avec ça. J'ai décidé que mon père allait produire mon film, on a décidé ça ensemble, et on savait qu'il y aurait comme ça un truc un peu à dépasser, et ça faisait en fait un truc en plus à dépasser. C'est-à-dire, en plus on s'est dit il faut que le film soit top niveau pour que les gens puissent dépasser ça, quoi. Donc ça t'a mis plus de pression finalement ? Finalement, en fait, la pression est venue plus de la difficulté qu'allait être ce film en tant que premier film. En fait, c'était plus ça, la pression, c'est-à-dire et le temps après qui a passé, le temps qu'on a mis à le faire,
si tu veux, la pression, elle était plus là de faire ce film qui est très ambitieux en tant que premier film, plus que le fait d'avoir mon papa à mes côtés en producteur, en fait. C'était vraiment de se dire... Moi, j'ai eu plein de moments de doute dans la longue genèse qu'a été ce film. J'ai eu plein de moments de doute. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que c'est vraiment le bon projet pour moi, pour commencer, pour faire mon premier film ? Les différents financiers qui nous disent non, vous êtes sûr, on ne sait pas faire de film de super-héros chez nous, vous n'allez pas y arriver. Enfin voilà, tous ces trucs-là ont mis des moments de doute et de pression. C'était ça le gros risque et le gros truc qui nous a fait douter à certains moments. Mais moi j'y croyais tellement, et à chaque fois quand on avait ces moments de doute, je revenais à ce bouquin, parce que le film est une adaptation. Je revenais à ce bouquin et à chaque fois que je le relisais, ou je relisais des passages, je revoyais, je voyais que ça pouvait être un truc vraiment super à faire, et donc je reprenais confiance. Voilà. Je me ramenais toujours au bouquin, à la base de mon envie de faire ce film, et à chaque fois ça me redonnait un élan, même quand on avait des refus ou qu'on avait des moments de doute, quoi. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton tout premier court-métrage ? Santa Claus ? Il me semble, t'en as fait un avant Santa Claus ? Non, c'est mon premier court-métrage. Après, j'ai fait pas mal de petits courts-métrages amateurs avec ma bande de potes au lycée, après à la fac. On avait une petite boîte, fausse boîte, d'ailleurs on n'a jamais monté de boîte, mais une sorte de collectif qui s'appelait Aware Productions. Okay. On a fait plein de parodies d'émissions, de pop stars, de machin, de trucs comme ça. C'était bien marrant. Et après j'ai fait Santa Claus, donc en 2000, que j'ai tourné en 2005, j'ai fini en 2006. Et voilà, c'était un court-métrage que j'ai adoré faire, auquel j'ai pensé pendant toutes mes années de fac, en fait, pendant 3 ans, et que j'ai écrit en une nuit, parce que j'y pensais nuit et jour, et qu'en fait j'avais tout en tête. C'était une sorte de truc que j'ai lâché comme ça, un truc de vraiment qui m'habitait, qui m'habitait, et que j'avais une énergie pour faire ce truc, et j'y croyais très très fort. Et mon papa m'a déjà accompagné sur ce court-métrage. C'est un film des productions de Trésor. Et c'est l'histoire d'un Père Noël qui veut, la veille de Noël, qui décide de ne pas aller livrer les cadeaux parce que il a l'impression que les enfants ne croient plus du tout en lui, et ça le déprime. Et donc les elfes doivent trouver une solution de repli pour que les cadeaux soient effectivement livrés. Et voilà, c'était mes 2 courts-métrages, et celui-là encore plus, c'est des contes un peu fantastiques. J'étais pas mal influencé par à la fois Tim Burton et Michel Gondry. Voilà, je pense qu'il y a une cohérence un peu entre mes 2 courts-métrages. C'est des 2 contes fantastiques avec un truc d'enfance un peu. Donc voilà, c'est marrant. C'était très différent l'expérience sur mes 2 courts-métrages, c'est-à-dire que le premier s'est fait plutôt rapidement, tant dans l'écriture, comme je vous disais, je l'ai écrit très vite. J'ai convaincu des acteurs très vite qui ont adoré le projet, l'idée. Et puis après, pour faire mon 2e court-métrage, c'était beaucoup plus compliqué. J'ai eu beaucoup plus de mal à l'écrire. Ça a mis beaucoup plus de temps à se monter. C'était beaucoup plus compliqué. Enfin voilà, c'était 2 expériences vraiment très très différentes. D'accord. Pourquoi t'expliques ça d'ailleurs ? Le deuxième, pourquoi il était plus dur ? Je sais pas, j'ai mis beaucoup de temps à trouver l'idée qu'allait être mon 2e court-métrage. Je crois que j'avais aussi un truc j'idéalisais. Après, une fois que mon 2e court-métrage, mon premier court-métrage était fini, le film était... Moi, je considère que le film est vraiment très loin d'être parfait, mais je pense que j'idéalisais un peu ce qui s'est passé, cette écriture rapide, le fait que j'ai convaincu des acteurs très rapidement,
Et le fait que je n'arrive pas tout de suite à reproduire cette expérience, en fait, ça a été à la fois une pression et un truc de doute. Et donc, j'ai pas mal réfléchi à des choses. J'ai commencé à écrire des choses que j'ai laissé tomber. Et puis, en fait, le deuxième court-métrage s'est fait autour d'une rencontre avec un producteur, autour d'un chanteur, Ben l'Oncle Soul, que moi j'ai découvert avant qu'il soit connu et dont j'étais vraiment très très fan. Et j'ai rencontré un producteur, Kamel Gemra, que je connaissais à un des concerts de Ben, où Ben présentait son projet d'EP qui s'appelait Soulwash. Et au moment du concert, on a trippé, on s'est dit ce serait cool de faire un court-métrage, d'écrire un truc autour de cette idée de Soulwash. Donc en fait, le projet de Ben, c'était il reprenait des titres connus à la sauce vraiment soul. Des titres qui étaient plus pop, qui n'étaient pas forcément soul au départ, et il les a repris à la sauce soul. Et donc avec Kamel, au moment du concert, ça nous a fait vraiment tripper. On s'est dit, il y a peut-être un truc à faire, une idée à trouver. Et donc on a écrit ce court-métrage tous les deux en reprenant ce principe, en disant que voilà, c'est un mec qui a une boutique de vinyle et qui trouve une sorte de potion magique pour remettre au goût du jour des tubes un peu oubliés et voilà, en faire quelque chose de nouveau, quoi. Et donc on a écrit ce court-métrage à deux. Lui, il avait une boîte de prod, donc il a produit le court-métrage, et c'était un peu plus compliqué comme expérience, un peu plus long, un tournage un peu plus compliqué aussi, mais voilà, je suis très 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 content et très fier de cette expérience, et j'ai travaillé avec des acteurs que j'adore. Ben, donc, qui jouait le rôle principal du court-métrage, qui n'était pas du tout acteur, mais que je trouve, moi, très, très super bon et très, très talentueux. Et je trouve qu'il gère vraiment bien dans le court-métrage. Et puis, j'ai bossé avec deux très bons potes, qui sont Hafid Benhamar et Olivier Rosenberg. J'ai bossé avec Jonathan Lambert, Firmin Richard. Et voilà, c'était une super expérience. On a mis pas mal de temps à le faire, à le monter. La post-prod a mis beaucoup de temps parce qu'il y avait un petit peu d'effets spéciaux. On a mis beaucoup de temps à trouver le bon dosage au montage. D'accord. Mais voilà, ça fait longtemps que je les ai pas revus, en fait, mes courts-métrages. Et je sais qu'ils sont vraiment très loin d'être parfaits. Mais c'est un peu de... Enfin voilà, je les revendique totalement, et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup retrouver cette fibre de conte fantastique dans un de mes futurs longs. Voilà, j'y réfléchis. Qu'est-ce que tu as appris finalement qui t'a servi par la suite sur le long ? Je pense que ça m'a appris déjà comment on tient une équipe, comment on dirige une équipe. Comment faut être présent pour son équipe, même dans les moments où on ne sait pas. Je rebondis juste sur ce que tu as dit. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux faire un mauvais choix assumé plutôt que de ne pas savoir ? Ouais, je pense que après, je parle vraiment là de l'expérience sur un plateau, c'est-à-dire que c'est différent en prépa, en post-prod, on a le temps, on a plus le temps de douter, de faire des choix, on est moins nombreux, mais sur un plateau... il y a le côté immédiat, quoi. Ouais, il y a le côté immédiat, et puis en fait, le fait de décider vite les choses, ça, je parlais de l'équipe, mais pour les acteurs aussi, c'est important, quoi, de pas laisser la place à des moments comme je disais, de flottement, de doute, voilà, de lui dire bah non, fais ça plutôt comme ça. Et puis si on se rend compte que ça fonctionne pas, il sera toujours le temps de rectifier pour la prise suivante. Mais voilà, faire des choix, en tout cas, c'est important sur un plateau, après on peut ne pas forcément s'y tenir sur plusieurs prises ou mais faire des choix, c'est important, même quand on sait pas. Faire un choix peut-être qui est vraiment impulsif et qui n'est pas forcément maîtrisé, c'est hyper important.
le film de super-héros, ou du moins adaptation en tout cas dans ce domaine-là, c'est assez nouveau pour ton père, je pense, au niveau de la production. Il n'a jamais produit, je pense, de films comme ça. Qu'est-ce que ça lui a fait quand tu lui as dit que tu voulais faire à l'époque, il avait peut-être pas produit de films comme ça, mais il a quand même produit quelques films ambitieux comme ça, dont un film qui s'appelle Le Chant du Loup, qui est sorti il y a deux ans. Mais quand je lui ai parlé de ce projet, pour lui, c'était à la fois une évidence, parce qu'il connaissait ma passion pour le genre super-héros, et en même temps, un truc un peu... il me demandait, il se demandait comment j'imaginais le truc. Il était dans l'expectative, quoi. Il se demandait comment j'imaginais le truc et comment je voulais traiter le genre. Et puis en fait, je pense que ce qui l'a vraiment séduit, c'était de pas faire un film de super-héros vraiment classique, un film à la Marvel, mais de traiter le genre un peu différemment. On n'en a pas parlé, mais en fait, juste après Soulwash, tu te lances dans la comédie. Ouais. Sur Radio Star, Fonzie et la prochaine fois, Juice Riker. Et qu'est-ce que tu retiens de ces expériences-là ? Je retiens... ça m'a appris vachement pour comment diriger un acteur. Comment être vraiment... je pense que c'est important. Moi, je pense que c'est vraiment important d'être synthétique pour un acteur. De trouver... l'idée de trouver vraiment le mot juste. De ne pas partir dans des longues théories et des longues discussions avec un acteur, mais de vraiment d'être synthétique, de lui donner le bon mot, le bon axe. C'est quelque chose que j'ai appris vraiment de quand j'étais dirigé par d'autres. Tu fais des fiches pour les comédiens ou tu leur dis faites-vous votre propre background J'ai fait des fiches personnages sur comment je suis devenu super-héros. Je l'avais pas tellement fait sur mes courts-métrages. Ah oui, ça c'est un truc aussi, peut-être que j'ai moins fait sur mes courts-métrages. Je leur ai laissé pas mal de liberté quand même. Et je me suis vachement épanoui là-dedans, dans l'idée de pas coller à la virgule au texte, aussi de faire avec leurs envies d'acteurs, leurs particularités d'acteurs, discuter de changements de texte. Tous, ils ont amené vraiment plein de choses dans le texte. J'ai beaucoup réécrit le personnage on va y venir, hein, mais j'ai beaucoup réécrit le personnage du méchant avec l'acteur. J'ai laissé Pio faire des petites impros quand il avait... Enfin, c'est pas des impros à proprement parler, parce qu'il y a toujours le canevas de la scène, mais ajouter des petites choses quand il le sentait. Il y a une des scènes à la toute fin du film où il fait une petite vanne, moi qui est un des trucs qui me fait le plus rire dans le film. Et ça, c'est un truc que vraiment lui a amené. C'était pas du tout écrit dans le scénario, quoi. Non, c'était pas écrit dans le scénario. Et chacun, je les mettais dans un canevas de scène. Je leur expliquais vraiment les enjeux, les tenants, de manière simple et synthétique. Et après, je voyais ce qui se passait. Et je réajustais, je discutais. Et l'idée vraiment d'être vraiment dans l'échange permanent, j'ai adoré en fait ça. J'étais moins là-dedans dans mes courts-métrages, et j'ai cultivé ça vraiment sur comment je suis devenu super-héros, et j'y ai vraiment trouvé ma place, et je me suis vraiment épanoui là-dedans, quoi. Est-ce que, à part le fait que ça soit peut-être que ça se passe 10 ans après, qui fait que ça te donne aussi plus de maturité, et que tu es allé sur des plateaux en tant que comédien aussi, est-ce que c'est aussi le format aussi qui permet ça? Parce que je pense que là, sur un court-métrage, le tournage est assez court généralement. Là, sur un film comme ça, je sais pas combien de temps ça a duré, mais... Ouais, on a eu pas mal de temps. On a eu presque 11 semaines de tournage. Donc... je dirais plutôt que c'est le temps de prépa qui permet de... le long métrage comment je suis devenu super-héros m'a
m'a fait réaliser l'importance de la préparation. On a eu une belle prépa, c'est jamais assez la préparation parce que tu as toujours envie d'avoir plus de temps, il y a toujours des choses que tu n'as pas le temps de faire et que tu dois gérer sur le tournage, etc. Mais le temps de prépa fait que la bonne longue prépa qu'on a eue fait que j'ai pu me concentrer sur les acteurs au moment du plateau. Le film alors, est adapté du roman de Gérald Bronner ou Brunet. Ouais. Bronner. Pourquoi tu as choisi ce livre? Alors qu'est-ce qui a fait que tu l'as kiffé? Pourquoi tu... En fait, déjà quand je l'ai lu, j'y ai vu plein de clins d'œil déjà et plein de références à des BD, des comics que j'aimais. J'ai tout de suite senti une affinité avec l'auteur, à la fois sur ça, sur les références et sur le ton. Dans le roman, il y a un ton assez mélancolique, très un peu un truc avec un monde un peu désenchanté comme ça, auquel je me suis totalement attaché et reconnu. Même le personnage principal du roman m'a fait penser même au Père Noël de mon court-métrage, dans le côté un peu... désabusé, mélancolique, qui est rêveur, qui est un personnage de rêveur comme ça, qui est face à un monde très, très, très désenchanté. Ça me parlait vachement. Ça m'a vachement parlé quand j'ai lu le bouquin. Et puis on en parlait, cet univers un peu de super-héros banalisé, avec des classements télévisuels de super-héros, les super-héros préférés des Français, etc. Tout cet univers-là, ça m'a vachement parlé. Et je trouvais qu'il y avait moyen de s'amuser et de faire un film de super-héros un peu différent et vraiment original. Puis après, au-delà du roman pur, c'est la rencontre avec l'auteur aussi. C'est-à-dire que la rencontre avec Gérald, c'était vraiment j'avais très envie d'adapter le roman quand je l'ai lu, mais la rencontre avec Gérald, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé qui a fait que voilà, c'est devenu un projet vraiment, un rêve commun de faire un film de super-héros français, lui de voir son roman adapté, moi de faire mon premier film et de faire un film de super-héros. Voilà, on s'est stimulé l'un l'autre dans ce truc-là. J'ai vu dans ses yeux vraiment l'excitation à l'idée de faire un film de super-héros en France qui soit adapté de son bouquin. Et voilà, je sais pas, il y a une émulation commune qui m'a aussi fait tenir toutes ces années et fait y croire vachement, quoi. Et comment on adapte alors un livre? Enfin, ce livre-là, comment tu as travaillé alors du coup avec Gérald ou l'éco-scénariste? Comment ça s'est passé? Au départ, on a travaillé que tous les deux avec Gérald. On a échangé des idées, on a trouvé... on s'est demandé comment... Parce que le bouquin est situé aux États-Unis, à New York. Ouais. On réfléchissait à comment l'adapter en France. Est-ce qu'on prenait l'intrigue telle qu'elle? Ou est-ce qu'on gardait juste l'univers, les personnages, etc. C'était une longue réflexion à deux. Au bout d'un certain temps, moi je me suis rendu compte que ce serait plus compliqué que je l'imaginais au départ et que transposer un livre qui se passe aux États-Unis en France, il suffit pas juste de changer le nom des décors et puis je me suis rendu compte que moi j'avais vraiment envie de faire un film français, mais vraiment quoi, c'est-à-dire que je voulais pas qu'on se dise c'est un film américain transposé à Paris, et donc trouver le bon ton et le bon dosage pour qu'on dise pas il a fait un film de super-héros américain calqué, et juste voilà, ça se situe à Paris. Je voulais pas ça en fait, je voulais pas qu'on dise ça, et donc ça a pris un peu de temps pour trouver ce dosage là et de trouver comment on allait doser l'aspect polar qui était déjà un peu présent dans le bouquin. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que c'est ça aussi qui ferait la touche française du film, c'est d'assumer ce truc de film policier dans un univers de super-héros. Donc tout ça a mis du temps en fait, parce que aussi j'étais jeune. Voilà, quand on a commencé à travailler sur ce projet, j'étais un peu jeune, je tâtonnais en fait. Et petit à petit...
bon, j'ai travaillé j'ai travaillé avec Mélisa Godet, Charlotte Sanson, qui ont un peu pris le relais de Gérald, voilà, on a travaillé tous les trois sur l'écriture à proprement parler du scénario, une fois que j'étais un peu plus sûr de ce que je voulais faire. Ouais. Et Cédric Anger nous a un peu conseillé sur la manière, comme c'est un spécialiste un peu du polar, sur la manière dont on travaillait l'enquête, enfin comment allait se goupiller l'enquête, les rouages de l'enquête policière. Il nous a pas mal aidé là-dessus. Et voilà, c'était un peu un travail de tâtonnement, de longue haleine. Ça a été long. Ça a été très long, ouais. Ça a été trop long, en fait, parce que moi j'étais au départ un peu indécis sur ce que je voulais, et puis après cette indécision s'est transformée en perfectionnisme, en fait. Ah ouais. C'est-à-dire que à un moment donné, on est arrivé à une version du scénario où la prod était contente, était prête à aller voir des financements. On a eu même quelques accords de principe d'une chaîne de télé et d'un distributeur. Mais moi, j'étais pas totalement satisfait, et je trouvais qu'on n'avait pas encore trouvé ce truc vraiment à part. Ce petit pas de côté que je voulais faire par rapport aux gens de super-héros, j'ai l'impression qu'il n'était pas encore totalement là. Et donc malgré ces petits accords de principe, on est reparti en réécriture. Et puis aussi, dans cette version-là qu'on a présentée aux chaînes, etc., c'était encore trop gros. Moi, je me sentais pas à l'aise dans un énorme budget. Donc on est reparti en écriture à nouveau. C'est-à-dire qu'il avait été budgété déjà à ce moment-là, c'est ça, sur cette Ouais, version-là, ouais, il et avait vous budgété au atteignez double de ce qu'il est maintenant, quoi. Donc malgré, on a eu vraiment des accords de principe d'un gros distributeur, une grosse chaîne de télé hertzienne, mais malgré cet accord-là, moi je sais pas, j'étais pas à l'aise, et je sentais que ça allait nous amener des contraintes, c'est-à-dire qu'on allait devoir avoir une star dans chacun des rôles, une grosse star, et que, enfin voilà, j'étais pas à l'aise dans le projet tel qu'il était. Et la prod d'ailleurs non plus, on s'est rendu compte aussi que que ça allait pas fonctionner comme ça. Et donc on est reparti en écriture, et là je pense que j'ai trouvé un peu vraiment ma voix à ce moment-là, quoi. Juste après cette première version qu'on a présentée, j'ai trouvé ma voix, j'ai trouvé le bon ton, j'ai ajouté les persos féminins qui n'étaient pas là avant, les personnages de Schalzmann et de Calista qui n'étaient pas présents dans la version qu'on a présentée la première fois. Et j'ai commencé vraiment aussi à trouver ma confiance, à être à l'aise avec le projet, à sentir qu'il avait vraiment ma patte, cette mélancolie que j'aime bien, et que j'avais vu dans le roman, ce côté un peu tendre, avec les personnages, un aspect, on a trouvé aussi la manière de rendre ce méchant vraiment intéressant, d'en faire une figure forte de méchant tragique que moi je voulais. Enfin voilà, ça a pris du temps, mais on a fini par trouver le savant équilibre, et on est reparti en financement, et ça s'est avéré presque plus compliqué que le projet 2 fois plus cher. Parce que le projet était, je pense, beaucoup plus singulier et beaucoup plus dur à appréhender pour nos interlocuteurs, et donc c'était une vraie bagarre, quoi. On a même jusqu'au dernier bout, on n'a pas jusqu'à la fin de la prépa, on n'a pas réussi à boucler le financement, et Warner est arrivé au milieu, fin de la prépa. Qu'est-ce qui bloquait quand même exactement? Ce qui bloquait, c'est que c'était un projet, un film de super-héros. Enfin voilà, en fait le mélange des genres bloquait un peu, quoi. Le côté mi-polar, mi-super-héros. Ouais, pas assumé, pas un genre assumé, donc peut-être avant. La première mouture du projet était beaucoup plus assumée super-héros, avec des grosses scènes de destruction de partout, des grosses scènes d'action sur la place de Stalingrad, avec des émeutes et tout ça. Enfin c'était. D'accord. Et je pense que les gens avaient. Enfin,
quand ils voyaient ça, ils comprenaient vraiment où on mettait les pieds. Et là, le côté de commencer le film plus comme un polar et d'avoir les éléments super-héros qui arrivent progressivement, petit à petit, les codes du super-héros qui arrivent vraiment dans une deuxième partie, cet équilibre-là, moi, je commençais vraiment à l'avoir bien en tête et à bien... Enfin, j'étais persuadé que ça pouvait fonctionner, mais c'était dur de transmettre ça parce que aussi ce mélange des genres, il n'avait pas tellement été fait, donc on n'avait pas vraiment de référent de film ou de, tu vois, mais Warner en fait, enfin, il n'y a pas que Warner, il y a OCS et Canal+ qui nous ont accompagnés, mais Warner a vraiment compris ça aussi, peut-être pour leur expertise, parce que voilà, ils produisent des films de super-héros, et les films aussi de super-héros qu'ils produisent chez DC sont peut-être un peu plus des films d'auteur entre guillemets que les films Marvel, et donc ils ont chacun un peu aussi leur spécificité. Les films d'ici, tu vois, c'est des films très différents les uns des autres, et donc je pense qu'ils ont compris en fait ce truc là de films de super-héros qui soit un mélange avec d'autres genres, qui soit un vrai film de personnages. Ça, ils ont bien compris, ils ont eu confiance en ma capacité à faire ce film, ils ont confiance en Trésor Film de porter ce projet. Donc voilà, c'était vraiment le truc qui a fait que on a pu faire ce film et qui a déclenché le tournage. Est-ce qu'au départ, il y avait déjà une question de coproduire avec la Belgique ou... Oui. C'était, les Trésors Films, ils font pas mal de coprods belges, donc c'est un truc qui arrivait assez vite. Par contre, on a pas mal, dans les difficultés qu'on a eues en préparation, on a exploré l'idée de faire tout en Belgique pour des questions économiques, parce qu'il y a un tax shelter belge qui est différent du tax shelter français. Donc à un moment, on a exploré l'idée de faire une partie du tournage en Belgique. Et puis, je vous passe un peu les détails, mais puis que je ne maîtrise pas d'ailleurs totalement, mais pour des raisons budgétaires, finalement, on a décidé de tout faire en France. Peut-être avec le crédit d'impôt. Bon, c'est pareil, je ne suis pas spécialement calé, mais bon, avec les histoires de Besson et tout, on sait qu'il y a eu des crédits d'impôt. Ouais, c'est ça. En fait, le crédit d'impôt... avec le crédit d'impôt, on a pu trouver notre équilibre. Ouais. On s'en est sorti avec ça, et on a pu faire ce qu'on voulait faire ici chez nous. Et moi, j'étais content parce que voilà, c'est un film. Je l'ai toujours envisagé vraiment comme un film de chez nous, un film très parisien. En fait, on s'est rendu compte que faire un faux Paris dans des rues en Belgique et tout, enfin. C'était encore rajouter des difficultés. C'est rajouter des difficultés, quoi. Donc j'étais content qu'on avoir pu tourner ce film vraiment à Paris, dans des vrais décors, dans des vraies rues. Moi, j'ai grandi à Paris, donc voilà, j'étais content, et j'étais plus à l'aise comme ça, quoi. Bon, quand on est financier, hein, comme ton père, j'imagine on prend des risques, mais on les mesure. Comment vous avez fait, comment il a fait pour mesurer les risques? Quels ont été les choix Je sais pas trop, faudrait que t'en parles avec lui. J'imagine quel casting, mais je veux dire... Ouais. Ah oui, sur ça, ouais. En fait, ça, c'est... En fait, la chance que j'ai eue de travailler avec lui, c'est que... c'est pas des discussions que j'avais vraiment avec lui sur ça, en fait. C'est-à-dire que c'était des discussions sur le film, sur ce qui était bien pour le film. Et après, lui, m'aiguiller sur certaines choses, mais j'ai jamais senti le côté risque, il fallait prendre tel acteur ou tel acteur. Voilà, les discussions qu'on avait, c'était plus pour le bien du film et pour la qualité vraiment intrinsèque du film que des préoccupations financières. C'est-à-dire qu'il faisait un peu tampon, en fait. Tu vois, il y avait ça, pour le coup, c'était hyper agréable. C'est-à-dire que voilà, c'était lui, il s'occupait de ce truc-là. J'avais quelques notions que je pouvais pas prendre que des inconnus dans les rôles principaux, etc. Et donc voilà, mais moi je
je parle de mon expérience, vraiment. Moi, j'ai pas vu de pression du côté prod de prendre tel ou tel acteur. Et puis, moi, en fait, c'est aussi que moi, j'avais envie que la singularité du film passe aussi par son casting. C'est-à-dire que j'avais envie qu'on aille chercher des acteurs très différents, pas d'une famille d'acteurs à proprement parler, que ce soit une distribution qui soit vraiment celle du film, et vraiment un casting vraiment hétéroclite, quoi, de rien s'interdire, d'aller chercher des gens dans la comédie, dans le drame, qui fait que quand on voit ces acteurs regroupés ensemble dans le film, on se dit pas c'est une comédie, ou c'est un film français comme on en a vu plein, ou c'est un drame plombant. Enfin voilà, j'avais envie qu'on se dise putain, ces gens-là on les a pas vus ensemble, c'est cool, et que ce soit un truc qui donne envie encore plus, quoi, de rassembler un casting vraiment inédit. Et ça, la prod l'a bien compris, et donc on a pu travailler. Mais c'était pas évident, quand même, le casting du film. C'est-à-dire qu'il y avait il y a des acteurs qui ont refusé. Il y a plein d'acteurs qui ont refusé, évidemment. Enfin voilà, c'était pas évident, et c'était pour des rôles importants. Ouais, pour des rôles importants. Mais en fait, une fois que Pio Marmaille, le rôle principal, est arrivé, ça a donné une énergie énorme, parce que lui a une énergie folle, et ça nous a donné un nouvel élan, et c'est là que vraiment les choses se sont un peu accélérées en termes de casting, qu'on a eu confiance en le film, et qu'on a proposé à tous les acteurs aujourd'hui qui sont dans le film, et tout. Mais pareil, comme tout le reste, en fait, sur ce film, c'était long. Il y a plein d'acteurs qui l'ont lu, qui nous ont dit non. On a même réécrit pour certains acteurs qui ont fini par nous dire non. Enfin voilà, c'était pas évident, mais bon. Moi, je suis tellement content du casting tel qu'il est aujourd'hui que j'ai vraiment aucun regret là-dessus, quoi. Vous êtes tombé d'accord sur... Enfin, vous avez budgétisé du coup la dernière version à combien ? Aujourd'hui, le film, il est à 12 millions d'euros. Voilà. Après, enfin voilà, au départ, il était un peu moins, mais il y a eu un petit peu de dépassement sur les effets spéciaux, mais rien d'énorme non plus. Mais voilà, aujourd'hui, le budget du film est peut-être un peu en dessous de 12 millions d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Vous décidez de faire un promo reel pour convaincre les distributeurs. Ouais. Comment ça se passe ? Parce que je crois qu'en fait, vous avez vraiment tourné une séquence spécifique. Ouais, on a tourné un petit pilote dans nos difficultés à monter le film au départ, et dans nos premiers échanges, on a senti qu'il y avait une vraie défiance à faire un film de super-héros en France, dans les quelques contacts qu'on glanait par-ci par-là des chaînes de télé, des distribs. Donc on a décidé de faire ce petit pilote, ce qu'on a appelé un pilote de 4 minutes, où à la fois on voulait montrer le savoir-faire technique des gens avec qui moi j'avais en tête de travailler pour les effets spéciaux, et à la fois de préciser un peu le ton du film. Et donc on a fait ce petit pilote au même moment. En fait c'est... Tout à l'heure, je vous parlais de cet accord de principe qu'on a eu au départ d'un distributeur et d'une grosse chaîne de télé. C'est aussi ce pilote qui les a convaincus, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont vu ça, ils ont mieux compris ce qu'on voulait faire. Et ça a participé... Bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais ça a participé... En fait, le fait de faire ce pilote, ça a participé à moi à préciser un peu encore plus ce que je voulais faire. C'est-à-dire que ça m'a... dans ce qu'on a fait du pilote, il y a certaines choses dont j'étais content, d'autres dont j'étais pas forcément convaincu, et donc c'est aussi ce qui m'a convaincu de repartir un peu en écriture. Ouais, parce que pour ce qui est de convaincre sur le plan technique, on a réussi à convaincre grâce à ce truc-là. Le storyboard, j'imagine. Ouais, on a storyboardé surtout les grosses scènes d'action. Ouais. C'était super, j'ai bossé avec Eric Gandois.
Le storyboard, c'est génial. Ça t'aide d'ailleurs à affiner un peu tes cadres, ou est-ce que complètement. lui-même en te faisant des storyboards t'inspire des cadres? Lui, il faisait aussi des propositions. Moi, je lui disais ce que j'avais en tête. Ce qui était super sur le film, c'est que en fait, j'ai découpé tout le film avec mon chef-op. C'était vraiment une chance parce que j'ai eu la chance d'avoir mon chef-op très présent pendant la prépa avec moi, et donc d'avoir quelqu'un avec qui échanger sur le découpage des scènes. Et après, le storyboarder nous a aussi donné des idées. Nous a donné un peu son expertise aussi. C'était super, quoi. Mais ce qui est génial pour le storyboard, c'est que ça fait gagner vachement de temps, en fait, sur des explications avec l'équipe. T'as une image avec le nombre de figurants, l'axe de caméra, ce qu'on voit du décor. Donc c'est un gain de temps, énorme, quoi, énorme. Et ça nous a permis, sur les scènes d'action qui sont celles où il y a le plus de paramètres, ça nous a permis de gagner du temps vachement, et aussi moi ça m'a permis, comme tu le disais, de préciser ma vision, notamment sur la scène de l'assaut du commissariat. Ça m'a permis de préciser ce truc dont j'avais envie, qui était de coller vraiment au plus proche du personnage de Moreau, et d'être vraiment en apnée avec lui, de vivre les événements par lui, par son regard, quitte à ce que certains événements de cette invasion, de ce commissariat, soient vraiment traités hors champ, par le son, au lointain, en arrière-plan, flou. Cet axe-là, ça nous a permis de vraiment affiner ce truc-là, le storyboard qu'on a fait avec Eric Gandois. Ouais. D'accord. Alors du coup, est-ce que c'était resté simplement au storyboard, ou est-ce que vous avez fait une animatique derrière aussi? Non, on n'a pas fait d'animatique du tout. D'accord. On n'a fait aucune animatique pour des questions de temps et de budget, parfois faut faire des choix, et tu vois, il y avait certaines choses qui étaient qu'on a jugé. En fait, le storyboard d'Eric, il nous semblait suffisamment parlant. La prod l'a trouvé suffisamment parlant pour qu'on n'ait pas à faire cette étape-là. Voilà. Pour la musique, tu as eu droit aux thèmes principaux avant le film, ou est-ce que non, pas du tout. Arrivé après Tout est arrivé après. Tu pensais à l'écriture déjà, d'ailleurs? J'y pensais un peu. J'avais une playlist de morceaux qui m'a suivi pendant toute l'écriture, qui s'est étoffée au fur et à mesure de toutes ces années d'écriture. J'avais en tête même quelques morceaux et déjà existants à mettre dans le film, que j'ai essayé au moment du montage, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'il fallait faire une BO originale. Et donc j'ai rencontré Nino Vella, qui m'a été présenté par mon petit frère qui fait de la musique, qui avait jamais fait de long métrage, mais qui avait déjà fait un peu de musique de film, de court métrage et de théâtre. Et il a fait un petit essai sur quelques scènes, et j'ai trouvé ça très, très, très probant et très convaincant. Donc on est parti avec Nino Vella et Adrien Prévost, qui est son acolyte. Ils ont bossé à deux, et c'était un travail qu'on a fait pendant le premier confinement. Et c'était super, j'ai envoyé plein de références, il y a eu plein d'allers-retours, on s'est super bien entendu. J'avais envie d'une BO à la croisée entre James Newton Howard et des petits accents morriconiens par moment, avec un peu de... Je leur ai envoyé plein de références aussi, des thèmes de Shirley Walker sur la série animée Batman. Oui. Et ils ont digéré un peu tout ça, et on a aussi pas mal tâtonné. On a eu avec le confinement qui a mis tout le monde un peu en pause, qu'on a pu prendre un peu ce temps de tâtonnement, parce que du coup aussi la sortie du film a été décalée. Et comme sur les effets spéciaux, on a eu vraiment le temps de digérer les choses, de pas se rusher, de bien prendre le temps de trouver les bons thèmes.
le thème principal du film, on a mis un peu de temps à le trouver, mais voilà, on a fini par le trouver après plein d'allers-retours et j'en suis hyper fier d'ailleurs. Et je suis très 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 fier du travail qu'on a fait avec Nino et Adrien. D'ailleurs, on va sortir la BO en vinyle au moment de la sortie du film. Et voilà, je suis hyper content et c'est vraiment l'un des aspects du film dont je suis le plus fier, parce que j'ai vraiment l'impression que la BO me ressemble vraiment, vraiment, quoi, vraiment beaucoup. Comment tu composes en fait ton équipe technique sur un projet plus conséquent que celui-là? Tu veux dire comment j'ai composé l'équipe sur le film? Oui. Ouais. Écoute, je me suis mis une sorte de cap en tête qui était d'avoir que des gens autour de moi qui seront à l'aise dans un process de vraiment d'échange, qui hésiteront pas à me nourrir de choses. Enfin voilà, j'avais pas envie de trouver, c'est un peu pompeux de dire ça, mais d'avoir que des exécutants en fait. J'avais envie vraiment d'être dans un process, comme on en parlait tout à l'heure avec les acteurs, d'être vraiment dans un process d'échange permanent, d'être nourri par leurs idées, leurs envies, et donc de sentir que de choisir les gens aussi un peu en fonction de ça, à la fois des gens qui comprenaient ce que je voulais faire, parce que l'idée que j'avais du film, et en même temps je sentais que voilà qu'ils allaient me nourrir pas seulement par leurs idées, mais par leur énergie, leurs envies, et donc il fallait trouver voilà des gens qui chacun serait à l'aise dans ce travail d'équipe aussi, que je sentais du coup qu'il n'y allait pas avoir de gens qui se placent les uns au-dessus des autres, que qu'on soit tous vraiment, j'avais envie d'un truc où presque moi je sois comme un chef d'orchestre, mais qu'on soit vraiment tous à égalité, que personne n'hésite à me proposer des idées, à me dire les choses, qu'on soit dans un truc aussi de transparence totale sur tout. Enfin voilà. Est-ce que tu as obtenu du coup cette harmonie? Ouais, je l'ai obtenu. Vous avez fait des paris sur des débutants? Enfin, quand je dis débutants, c'est pas des gens qui avaient fait du long, ou est-ce que vous avez quand même décidé de prendre des gens avec un petit curriculum? Écoute, non, quasiment tous les chefs de poste avaient déjà fait du long métrage. Ouais. Mais on n'a pas pris les ténors qui ont mis le film derrière eux, parce que j'avais aussi envie d'avoir des gens de mon âge. Nicolas Loire, le chef-op, il avait fait 2 longs métrages avant le mien. Jean-Philippe Moreau, pour le coup, qui est un peu plus... Après, si on se base vraiment sur le nombre de films, qui était peut-être un peu plus confirmé. Mais non, on n'a pas appris on s'est pas dit on va prendre les tauliers des tauliers dans chacun. Justement pour ce que je disais aussi, c'est-à-dire d'avoir des gens qui sont aussi dans un truc à égalité avec moi. Tu vois, j'avais pas envie que d'un seul coup aussi, du fait que c'est mon premier film et que c'est un gros film, quelqu'un puisse... prendre le dessus, ouais. Et tu vois, c'était vraiment trouver cette énergie de groupe stimulante et agréable qui me permettrait de faire les choses dans le bon esprit, quoi. La compagnie des effets spéciaux, comment vous les avez choisis? Alors c'est pas que eux qui ont fait le film. Il y a 2 boîtes, il y a Micros et CGV. En fait, si tu veux, c'est la CGV qui avait fait les effets spéciaux du pilote dont on parlait tout à l'heure. Et c'est très bien passé. Donc comment vous avez réparti les effets entre les 2 boîtes? Par pouvoir, par super pouvoir en fait. On a dispatché à 50-50 un peu par super pouvoir. C'est la CGV qui a fait le feu par exemple, et Micros qui a fait les éclairs. Voilà, c'était un truc un peu arbitraire arbitraire oui et non, qu'on a discuté avec les différentes boîtes. Ouais. Et après il y avait Alexis Washbrot qui était notre superviseur effets spéciaux, qui chapeautait un peu, qui faisait le lien, entre moi et eux, ouais. Qui faisait le lien entre aussi les 2 boîtes entre elles, parce que du coup comme certains plans, il y avait des pouvoirs qui étaient gérés par l'une boîte et un pouvoir qui était géré par l'autre, donc c'était
c'était un peu compliqué à gérer, mais enfin voilà, j'avais Alexis un peu comme interlocuteur principal, et lui après s'occupait de dispatcher, de faire les retours aux boîtes, les allers-retours, les différents allers-retours, etc. Vous avez confié les effets spéciaux à 2 boîtes parce qu'une boîte ne pouvait pas assumer par manque de temps, ou est-ce que c'est pour une autre raison ? Il y avait un peu de ça en fait. On s'est rendu compte que la quantité de plans, il y a quasiment 600 plans truqués dans le film, dans les délais qu'on voulait, c'était un peu trop pour une seule boîte, et qu'il fallait qu'on en ait 2 en fait, tout simplement. Y a-t-il eu des séquences que tu as dû réécrire ou couper au scénario ? Problème de budget, genre de choses. Est-ce que tu as dû couper dans le scénario ? Tu parlais tout à l'heure de la fameuse V1 avec une grosse scène à Stalingrad et tout, donc j'imagine qu'après aussi... si on se base sur cette version-là, tout a changé entre-temps. Donc, mais après, si on se base sur plus les choses que j'ai coupées un peu sur le tard, au moment de la prépa, etc., j'essaye de me rappeler... disons que sur un film comme ça, on n'a jamais assez d'argent, et donc on doit faire des concessions. Mais en même temps, moi, je les vois pas totalement comme des concessions. C'est-à-dire que, par exemple, dans le scénario, on avait une scène sur le personnage de Chalsman qu'on voyait chez elle, et qu'on a dû couper parce que voilà, il fallait choisir certains décors, certaines choses, faire quelques coupes, et parce que la multiplication des décors, ça coûte toujours beaucoup d'argent, etc. Mais j'ai pas du tout de... Enfin, comment dire, avec le recul, je trouve que ça ralentissait un peu l'intrigue. C'était au milieu de l'enquête, ça ralentissait un peu l'intrigue, et je pense pas que ça aurait apporté grand-chose. Après, sur la grosse scène finale, pareil, pour des questions de budget, j'ai dû changer pas mal de choses. En fait, si tu veux, le truc, c'est que c'est tellement une discussion permanente, en fait, et c'est tellement un échange permanent avec les équipes, avec la prod. C'était tellement mouvant en prépa, ce film, que c'est pas ah ouais, il y a telle scène qui a été coupée. Ça changeait tout le temps, en fait, parce que les contraintes faisaient que il fallait enlever des choses, mais tout de suite, il fallait trouver des nouvelles idées. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a pas, j'ai pas de... Peut-être que si j'avais un gros regret sur une scène en particulier, mais ça bougeait tout le temps, en fait. Tout le temps. Donc, il y a une scène, la scène de l'overdose sur un terrain vague. Je sais pas si vous en souvenez. Par exemple, cette scène, elle a bougé, mais tout le temps. En écriture, en prépa, sur le tournage... parce qu'il y a différents espaces-temps, il y a Calista qui arrive sur le lieu, en parallèle on voit les jeunes, comment on dispatche, elle a des visions sur l'avenir, qu'est-ce qu'elle voit, on a tout le temps changé ça en écriture. Enfin, tu vois, par exemple ça, c'est vraiment une des scènes qui a tout le temps bougé, même, d'ailleurs ça a été même une scène qui a été compliquée, comme quoi sur les effets spéciaux, on a mis vachement de temps à trouver... Le bon truc sur cette overdose quand ils sniffent la drogue et que ça se propage dans leur corps. Mais c'était un film qui était mouvant tout le temps, donc j'aurais du mal à te dire il y a certaines choses, il y a plein de choses qui ont sauté, il y a plein de choses qui ont été rajoutées tout le temps, en fait. Combien de temps pour le repérage, trouver tout ce qui était décors Donc on a eu 2 mois et demi, 3 mois de prépa, donc de repérage, ça a commencé c'est 2 mois et demi, quelque chose comme ça, 3 mois. D'accord. Plutôt facile à trouver J'imagine que ça a dû bouger beaucoup. Il y a eu quelques difficultés. Il y a le décor du commissariat, on avait mis du temps à le trouver, et on en a trouvé un. On avait commencé parce que le décor du commissariat, c'est un décor qu'on a construit de toutes pièces. Okay, en studio. C'est un faux studio, c'est-à-dire que c'était une ancienne galerie d'art qu'on a changé. Le décor a sauté quand on a commencé le tournage, donc on a dû en trouver trouver un nouveau pendant le tournage. On a trouvé cette ancienne usine de fabrique de boutons. Enfin voilà, ce décor-là était particulièrement compliqué. Le reste, ça a été à peu près.
Il y a toujours des décors qu'on met du temps à trouver, mais ça a été à peu près. Mais celui-là, c'était particulièrement complexe parce qu'il y avait cette contrainte dont on ne peut pas trop parler pour pas trop spoiler, mais qu'il fallait que ce soit assez haut de plafond. Voilà, il y avait cette idée de coursive, il y avait plein de contraintes dans le scénario qui faisaient que c'était pas un décor évident à trouver. Quel genre de réalisateur tu es sur le plateau? C'est une bonne question. Est-ce que tu arrives à définir ça? Il faudrait demander à mon équipe, mais je crois que j'étais de manière générale, assez serein sur le plateau. Même s'il y a eu des moments de tension pour des histoires de temps, pour des histoires de parfois les acteurs qui comprennent pas vraiment, des chorégraphies un peu complexes d'acteurs quand il y a beaucoup d'acteurs, etc. Donc il y a eu des moments de tension, mais moi j'ai vécu le tournage de manière assez sereine, à ma grande surprise, dans le sens où la prépa était compliquée, on en parlait, la prépa était un peu compliquée. On savait jusqu'au bout presque, on ne savait pas si on allait faire le film, mais quand vraiment le tournage est arrivé, je l'ai vécu vraiment comme une libération de toutes ces années de travail, et donc j'ai pris beaucoup de plaisir sur le tournage. Je voyais tout comme un truc positif, même les difficultés. On a parlé aussi du décor du commissariat qui nous a été refusé pendant le tournage. Il fallait trouver à la dernière minute un décor aussi bien, etc. Tous ces trucs-là. Après aussi, il y avait ce truc que je me sentais très très bien entouré par mon équipe qui me rassurait beaucoup. C'est-à-dire que les chefs de poste, le chef d'éco, le chef op, ils prenaient sur leurs épaules vachement certaines difficultés. Le premier assistant aussi, réalisateur, avec qui je me sentais très à l'aise. Et du coup, j'ai abordé le tournage avec beaucoup de sérénité. Je sais pas si ce sera le cas sur tous mes autres projets, sur tous mes autres films, etc. Mais je l'ai plutôt bien vécu, et je pense que ça s'est ressenti dans le travail avec l'équipe et les acteurs. Peux-tu nous parler de certaines scènes d'action sans trop parler du film? Enfin, au niveau de leur conception et de leur mise en pratique. Ouais. Il y a une scène ou deux dont tu peux peut-être... Ouais, il y a une grosse scène d'action dans le décor du commissariat, qui était une scène donc avec des méchants, entre guillemets, qui envahissent le commissariat. Et c'était une scène où j'avais une idée assez précise de ce que je voulais. Je voulais vraiment on avait pour référence pas mal le film Les Fils de l'Homme, pour le côté très immersif et être vraiment au plus proche du personnage principal qui pénètre dans le commissariat et qui découvre ce commissariat qui a été envahi. Et d'avoir ce truc vraiment immersif où on est vraiment dans son regard, quitte à laisser beaucoup de choses hors champ, laisser avec le son qui raconte presque plus, essayer de se dire que le son va nous raconter ce qui se passe dans ce commissariat presque plus que l'image, parce que lui a une sorte... j'avais envie qu'il ait une sorte de vision un peu occultée des événements, et que les choses soient pas mal racontées par le son, de jouer vachement avec le hors-champ, de jouer aussi avec des choses qui se passent derrière des vitres au loin, des choses qu'on voit de manière vraiment très incomplète. Donc sur cette scène, j'avais vraiment une vision assez précise, et puis c'est une scène clé pour ce personnage principal, donc je voulais qu'il soit dans une sorte de trouble, en fait, pendant cette scène, qui l'amène à... comme s'il était dans une sorte de vision troublée, que petit à petit, sa vision s'éclaircisse, et que aussi sa manière de réagir aux événements, lui, s'éclaircisse, et qui retrouve un peu une sorte qui soit très passif au début, et qui comprenne pas trop ce qui se passe, qui soit en réaction vraiment aux événements, et qu'au fur et à mesure de la séquence, ils deviennent plus proactifs. C'était une sorte d'évolution que j'avais mis en place,
et que donc qu'on a travaillé comme ça avec mon chef-op qui a très bien compris ce qu'on voulait faire. Et donc sur cette scène, ça s'est très bien passé. Ça a pris un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu, donc on a pas mal débordé en termes de tournage. Il y a notamment un plan dont je me souviens, deux plans où il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Il y a le personnage principal qui est au rez-de-chaussée. Au deuxième, il y a les méchants qui envahissent une cellule. On redescend, la caméra redescend au premier. Il y a le personnage de Charles Mann qui court. Toutes ces chorégraphies-là où il y a plusieurs comme ça choses qui se passent en simultané, c'est toujours très long à mettre en place. Il y a un autre plan un peu plus tard dans la scène où le personnage est au deuxième étage, où il découvre quelque chose en train de se produire, les méchants fuient, enfin voilà, tous ces trucs-là ont mis beaucoup de temps, mais vraiment on a pu faire ce qu'on voulait. Je crois qu'on a, même sur cette scène, alors que sur d'autres scènes, on a dû vraiment sacrifier des plans ou coupler des plans entre eux. Sur cette scène, on a fait très peu de concessions. C'est très proche de ce qu'on a storyboardé, ce qu'on a imaginé au départ. D'accord. Combien de temps d'ailleurs pour cette séquence ? Je crois qu'on a mis 2 jours, quelque chose comme ça. Peut-être 1 jour et demi ou 2 jours, je me souviens plus très bien, mais ouais. Et après sur les autres scènes d'action, il y a une scène de bagarre dans un parking. Qu'est-ce que je peux vous raconter dessus ? Non, c'est une scène au tournage qui s'est aussi plutôt bien passée. On l'avait découpée de manière assez précise aussi, pour lequel on a eu peut-être un peu plus de difficultés au montage, celle-ci. Parce qu'en fait, bon, c'est dur d'en parler sans trop spoiler, mais il se passe un truc dans cette scène où on retrouve... il y a une ellipse avant cette scène dans ce parking. Et en fait, on retrouve deux des personnages ensemble, alors qu'on les a vus séparément dans la scène d'avant. Et cette ellipse, en fait, elle était assez compliquée à gérer au montage. Et j'ai trouvé une idée au montage donc dans la scène d'avant, elles sont pas ensemble, toutes les deux. On les retrouve dans une voiture dans la scène du parking. Et cette ellipse marchait vraiment pas au montage. Les gens comprenaient pas trop pourquoi on les retrouve ensemble. Et j'ai eu l'idée, pour faire fonctionner ça, avant de les retrouver ensemble dans la voiture, de les entendre en off discuter. Et en fait, c'était un déclic pour faire fonctionner la scène. C'est-à-dire que le fait de ne pas les voir, mais d'abord de les entendre dans cette voiture, a amené une sorte de progression qui fait qu'on était prêt à accepter cette ellipse, en fait. On a mis une petite étape intermédiaire, en fait, au montage qui a fait fonctionner la scène. C'est quelque chose que tu as dû faire enregistrer en post-production, du coup ? Ouais, complètement. C'est un truc... parfois, pendant le montage, en fait, on imagine... Moi, j'ai beaucoup imaginé de dialogues off, et donc on met des sous-titres en attendant que les acteurs l'enregistrent. Donc il y a eu une longue période où dans le montage, on les entendait pas parler, il y avait juste des sous-titres avec leur voix off, mais on a tout de suite vu que ça ferait fonctionner vraiment bien la scène. Et après, sur la grosse scène d'action finale, c'était assez long à tourner. C'est une scène qui a beaucoup évolué en prépa, parce qu'on... Voilà, il fallait trouver le bon compromis entre le temps qu'on avait, les moyens qu'on avait. Et j'ai eu cette idée dont je suis assez content et qui, je trouve, fonctionne bien dans le film. C'est au début de cette scène, d'adopter le point de vue des méchants. C'est-à-dire que, un peu à l'inverse de ce que j'ai fait au commissariat, où c'est le héros qui arrive dans une situation où les méchants ont un peu pris le contrôle. À la fin, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que les méchants comprennent qu'il y a des intrus dans leur base, dans ce décor de l'hippodrome, et doivent réagir à ça, et doivent d'abord essayer de comprendre ce qui se passe,
et ensuite se confronter au héros en fait. Et j'étais assez content de cette approche-là, parce que ça nous permettait de faire un vrai truc assez mystérieux et de suspense dont je suis assez content sur nos méchants qui progressent dans ce décor un peu labyrinthique, leur incompréhension sur ce qui se passe, sur qui sont ces gens qui ont investi un peu leur domaine. Et à l'écriture, en fait, vous étiez encore du point de vue des gentils. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Et donc on a réécrit cette scène en prépa pour adopter le point de vue des méchants. Après, ça change un peu au fur et à mesure de la scène. Ouais. Mais voilà, je suis assez content de ce truc-là. Je trouve ça assez cool, quoi. Et ça a permis de donner un axe à cette scène. Et une progression en termes de suspense, une progression un peu dramatique à cette grosse scène finale. Et voilà. Il t'est arrivé d'improviser, malgré tout, avec tes comédiens ? Dans les scènes d'action, précisément, tu parles ? Non, pas nécessairement dans les scènes d'action, mais... Il y a eu des moments d'impro, mais c'était toujours dans le cadre de ce qui a été écrit, mais j'ai vachement... Il y a des moments où je les ai laissés libres. Il y a une scène, je pense à une scène dans le gymnase, où, avec Afid Benamar de Platane, qui a un tout petit rôle dans le film, qui a une petite scène de discussion avec Vima Laponce. Et là, en fait, je les ai vus proposer des trucs vraiment super marrants à la première prise, et donc... je les ai un peu laissé faire leur truc sur 2-3 prises. Après, j'ai réajusté, etc. Mais pour le coup, cette scène, c'est vraiment eux qui ont amené des idées. Il y a certaines petites scènes comme ça où on a fait un peu d'impro. Il y a les scènes entre Pio et Vimala aussi, les scènes de bureau un peu plus posées, où comme ils s'amusaient, ils s'entendaient bien, je les ai un peu laissés aller dans des directions que moi j'imaginais pas, mais j'étais souvent enfin voilà, parfois, il se pouvait que parfois ça partait un peu dans des directions ça allait un peu trop loin, qu'on perdait un peu le cœur de la scène, donc je réajustais un peu, mais j'étais toujours assez agréablement surpris et content de ce qu'ils me proposaient. Vous êtes partisan d'une caméra, ou est-ce que vous êtes autorisé sur certaines scènes à tourner à plusieurs caméras ? On a fait beaucoup à une caméra, mais il y a certaines scènes qu'on a dû tourner pour des questions de temps à 2 caméras. Moi, j'ai pas trop kiffé tourner à 2 caméras, mais je pense que c'est mon inexpérience. J'avais beaucoup de mal à me concentrer sur les deux combos, les 2 axes. Ouais. Je pense que j'ai besoin de travailler ça encore. De dédoubler ton cerveau. C'était pas les scènes que j'ai le plus kiffé faire. D'ailleurs, comment ça se passe quand tu as 2 caméras ? C'est-à-dire que tu remates les prises après coup, ou est-ce que quand même tu te dis ou alors tu te concentres sur une personne d'abord et ensuite tu fais la deuxième ? C'est ça le problème, c'est que j'essayais de me concentrer un peu sur les deux, que mon œil aille de l'un à l'autre. Ouais, t'essaies de jouer le ping-pong. Mais en fait, c'était je sais pas comment dire, en fait, c'est pas tant le fait de gérer les deux caméras en même temps, c'est juste que ça multiplie les angles de vue. Et en fait, c'est plus sur des préoccupations de découpage global d'une scène. C'est-à-dire que quand on devait passer après on devait changer d'axe, du coup, moi, il y a des moments où j'étais un peu perdu sur ce qu'on pouvait pas faire, parce qu'en fait... Ce serait par raccord ou... sur les histoires de raccords, de regards, ça multiplie tout par 2, en fait, et c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Une gymnastique. Cette gymnastique, elle était assez complexe pour moi, mais je vais essayer de travailler ça encore et de m'habituer au truc, parce que par moments, c'est un gain de temps quand même, et je pense qu'il y a certains moments où on ne peut pas vraiment y échapper, et sur des rythmes de tournage un peu rapides, sur des séries et tout, c'est un truc qui se fait beaucoup, donc voilà, c'était pas facile pour moi, mais je ferme pas du tout la porte au truc.
Est-ce que quand tu es avec une seule caméra, est-ce que tu as l'habitude de rester au combo ou est-ce que tu es plutôt proche des comédiens et tu les regardes plus directement? Je suis au combo, moi. Je suis vraiment au combo. Parce que je sais pas, j'ai besoin d'être un peu dans ma bulle. Je sais pas comment dire. Et bizarrement, je regarde pas tant. Je suis très concentré sur le jeu des comédiens au combo. Je pourrais être un peu plus proche de la caméra, etc. Mais je sais pas comment dire. Le fait d'être un peu plus au cœur du process me perturbe un peu. J'ai besoin un peu plus d'être dans ma bulle pour être vraiment concentré sur ce qui se passe à l'image, quoi. Il t'arrive de cadrer parfois ou... Non, pas encore. Mais pareil, c'est un truc que j'aimerais bien faire à l'avenir. Ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Je voulais savoir, est-ce que le travail de montage avait déjà commencé pendant le tournage? Ouais. Francis Vezin, le monteur, a commencé genre 4 semaines ou un peu plus de 4 semaines après le début du tournage. Il a commencé à travailler les scènes, il a fait un ours en parallèle. Enfin voilà, il a composé un premier ours du film. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à raconter à ce sujet. C'est que j'ai vu, on parlait tout à l'heure de la séquence de parking. Je crois que j'ai fait l'erreur de voir un montage de la séquence de parking pendant le tournage. Et je crois que c'était pas du tout une bonne idée. Ça m'a totalement, ça m'a un peu désorienté de voir une scène monter pendant le tournage. Je pense que je le referai pas en fait. Parce que ça m'a fait vachement réfléchir à la scène. J'avais l'impression que la scène fonctionnait pas. Et alors que l'ours était peut-être juste trop brut, c'est ça? Je sais pas, mais en fait ça m'a emmené dans des préoccupations qui étaient très éloignées de la préoccupation du tournage de l'instant. Et je pense pas que je referais ça, voir des scènes montées pendant le tournage. Voir des rushs, c'est autre chose, c'est un truc qui est intéressant, etc. Mais ouais, je pense que c'est vraiment deux étapes différentes. Enfin, je pense que c'est vraiment deux moments de travail différents, le tournage et le montage. En tout cas, je parle pour moi, je suis pas sûr de pouvoir, par exemple, passer une journée, un week-end en montage, alors que le tournage est en cours. Ouais, tu te rajoutes des préoccupations. Ouais, ça rajoute des trucs, des réflexions. du tournage. J'ai l'impression que ça éloigne du tournage, en fait, ouais. Et pour le coup, après, quand j'ai vu l'ours, le tournage était fini, j'avais même pris un peu de vacances. C'est une étape que j'avais très mal vécue sur mes courts-métrages, l'étape de l'ours. Quand j'ai vu le premier ours, ça m'a mis dans une déprime totale. J'avais l'impression que rien qui fonctionnait, donc j'appréhendais beaucoup ce moment. Et j'ai pas eu du tout ce truc-là sur le film. Mais parce que peut-être... Enfin, Francis, c'est un hyper bon monteur, donc il a su faire fonctionner dès le début des choses sans que moi j'ai eu à lui donner d'indications très précises. Mais ouais, j'ai pas eu du tout ce truc de waouh, putain, le taf qu'il y a devant nous. J'ai pas eu du tout ce truc de découragement que beaucoup de réals ont quand ils voient leur premier ours. Pour le coup, quand même, le montage a été long. Hein. D'ailleurs, c'est tout. Mais j'étais tellement en confiance avec mon monteur. Ça s'est tellement bien passé entre nous. On a eu une relation tellement fusionnelle. C'est tellement important, en fait. Je l'avais rencontré sur le petit pilote dont on a parlé un peu plus tôt, qu'on a fait pour monter le film, pour financer le film. Et il a une énergie dingue qui faisait que même les moments de doute, ils étaient très agréables à vivre en fait. Parce que lui mettait une énergie, rebondissait toujours. Et voilà, en fait, comme c'est un travail plus solitaire que le tournage, le montage, le fait d'être avec quelqu'un avec qui tu te sens bien et qui apporte toujours des idées, qui se décourage jamais, c'était vraiment génial, vraiment génial. Et donc ça a été un peu long parce que
voilà, il y a certaines scènes plus que d'autres, on a mis du temps à trouver le bon équilibre. Il y avait aussi la prod qui a vu le film plusieurs fois, qui a fait des remarques, certaines dont on a tenu compte, d'autres non, d'autres on a tenu compte et on est revenu en arrière après. Donc voilà, on a passé beaucoup de temps sur la table de montage, mais la post-prod a duré... Enfin oui, du coup, ça a duré combien de temps, l'étape de post-production, on va dire, globale? Ça a duré beaucoup de temps, le montage. Ça a duré entre le mois de... on a commencé un petit peu en juillet, 2-3 semaines. Et après, on a repris début septembre et ça a duré jusqu'à décembre, en gros. Donc, on a eu 4 mois de montage avec en parallèle le travail sur le son et les effets spéciaux qui commencent un petit peu. Mais on a eu 4 mois. Quand tu vois l'ours, le premier ours, justement, c'est avec quelques effets spéciaux où il y avait... Non, rien du tout. Il y avait rien du tout. Et justement, comment tu arrives à te projeter justement sans les effets? Moi, j'ai pas trop eu de mal là-dessus à envisager le montage sans les effets. C'est un truc qui m'a pas du tout posé de problème, mais ça a posé beaucoup plus de problèmes aux gens un peu plus extérieurs qui le voyaient, la prod, les quelques projets qu'on a fait dans la salle de montage. C'était pas évident pour eux de se projeter. Moi, ça allait. Ça allait. Je voulais que les scènes fonctionnent sans effet en fait, donc j'avais besoin de sentir que les scènes fonctionnent, et puis après le fait que le travail sur les effets c'était vraiment dans un second temps, et ça parfois on a dû remonter quand les effets arrivaient parce que ça mettait les choses ça réorientait un peu les choses. Il y a des plans qu'on a laissés très longs pour les effets qui devaient être raccourcis parce que l'effet était plus court, donc ça. Voilà, une fois que le travail vraiment sur les effets spéciaux a commencé, le montage a continué à évoluer. Mais en fait, je crois que c'était important c'est bien qu'on ait pu faire fonctionner le film en tant que film sans effet, en tant que film à part entière. Et les effets spéciaux, c'était une couche de plus, quoi. Mais il fallait qu'on voit quand même que le film fonctionne sans effet, quoi. Ton ours, il faisait combien de temps? Il a jamais été très long, l'ours. Ouais. Je crois qu'au plus du plus, le film il devait faire 1h55. Là aujourd'hui il fait 1h40. Ah oui, c'est pas. Donc vous avez supprimé très, très peu de scènes alors finalement. Ouais, on a supprimé très peu de choses. Il y a une scène entre Pio et Vimala qu'on a supprimé dans le commissariat. Et après, c'était plus des débuts et des queues de scène qu'on a enlevés, mais ouais, on a enlevé très peu de scènes. Je crois une petite scène aussi de Poulvord, il me semble, une petite scène de coup de fil. Non, ouais, c'est vrai mais en fait, on a dû tellement aller à l'essentiel au tournage que, en fait, je crois que les scènes qu'on a coupées, on les a surtout coupées au scénario, quoi. En fait, l'intrigue policière était tellement... comment dire... Enfin, si on enlevait un truc, on enlevait un bout de l'intrigue policière, et donc on pouvait pas trop... On n'avait pas trop de choix là-dessus, de marge là-dessus. Donc on pouvait même pas couper vraiment des scènes, mais on a eu le plaisir de se rendre compte qu'il n'y avait aucune scène qui fonctionnait pas du tout, quoi. Quand vous aviez préminuté le film à l'écriture, est-ce que ça correspond à ce que vous avez là, ou est-ce que finalement vous avez dépassé, ou est-ce que je ne saurais pas du tout dire. Je m'en souviens plus du minutage, de combien il faisait le minutage. Vous étiez fixé quand même. Ce dont je me souviens, c'est que les gens de la prod me disaient... le scénar était assez court, hein, je crois qu'il faisait 100 pages, 98 pages, quelque chose comme ça. Donc ce qui correspond à peu près à la durée actuelle. On dit souvent une page égale minute. Ouais. Pour moi, ça correspondait vraiment totalement. C'est-à-dire que le film fait 1h40, donc 100 minutes, donc 100 pages. Et tout le monde me disait, tu vas voir...
On prend toujours le temps des scènes, et ton film il dure 2 heures, machin, et en fait, moi j'étais persuadé que non. Et j'avais raison, en fait, le film, voilà, il a un truc assez sec dans son déroulé. On s'étale pas sur des choses. En plus, j'étais avec des acteurs qui ont un rythme de jeu assez rapide, surtout Pio et Benoît, qui ont un débit assez rapide. Donc, voilà, ça a fait que le film aujourd'hui, il fait 1h40, il va à l'essentiel. Et la difficulté aussi dans ce truc-là, c'était dans les scènes qu'on a dû couper au scénario, c'était de ne pas perdre non plus des moments un peu de personnages. De ne pas se dire le film c'est que une intrigue et les personnages, on sacrifie les personnages pour une forme d'efficacité. C'était assez compliqué à trouver, mais je crois pas que les personnages soient sacrifiés au bénéfice du rythme et de l'enquête. Je crois que je crois pas. Moi, j'ai pas de regrets à ce niveau-là, quoi. Pour le sound design, donc tu as travaillé principalement avec qui? Parce que je crois j'avais mentionné Gurval, Koïk Galas, mais... Ouais, en fait, Gurval, il a commencé, mais on a pris beaucoup de retard sur les effets spéciaux. Nous, dans notre rêve, dans notre planning initial, le film devait être fini pour Cannes 2020, bon, qui n'a pas eu lieu, mais on s'était fixé cet objectif de finir pour Cannes 2020. Et en décembre 2019, j'avais validé aucun effet spéciaux du film. Ouais, d'accord. Donc, Gurwal, dans l'idée, tu vois, l'idée c'était de travailler sur le sound design en parallèle des effets spéciaux, et donc on s'était fixé sur un planning que finalement on n'a pas du tout tenu. Gurwal, il s'était engagé sur d'autres projets, donc il a dû nous quitter en début d'année 2020. Et du coup, c'est Pascal Villard qui a fait le sound design du film, qui est un super sound designer, c'est vraiment un taulier, quoi. Il a fait plein de films de genre, il a pas mal bossé avec Olivier Dahan. Enfin voilà, c'est un mec vraiment, vraiment super, qui a une grosse culture du film de genre. On a dû travailler assez vite parce qu'en fait on était en retard sur les effets spéciaux, et lui était un peu tributaire des effets spéciaux pour faire son travail, parce que son travail dépend des super pouvoirs tels qu'ils se manifestent visuellement, quoi. Donc il n'avait pas beaucoup de temps pour bosser, mais il a su faire un truc vraiment immersif et qui colle bien à l'image, qui donne vraiment un ton au film. Il n'était pas seul, hein. Lui, il a fait spécifiquement le sound design, mais l'équipe son, j'ai bossé avec un mixeur qui s'appelle Marc Douane, un monteur son qui s'appelle Nicolas Provost, monteur son parole Guadalupe Cassius. On n'avait pas beaucoup de temps, mais il y a une vraie synergie entre nous tous. Et puis le sound design, on a fait en sorte que ce soit une vraie expérience, et de se dire que quand les gens vont découvrir le film en salle, que ce soit vraiment une expérience vraiment, vraiment immersive. On a fait une version Dolby Cinema du film, donc avec le son Dolby Atmos. Cette scène du commissariat, je pense que c'est un gros rendez-vous de son du film, et on l'a vraiment travaillé en profondeur, justement pour être vraiment comme si j'avais vraiment envie que le spectateur soit vraiment à la place de Moreau, quoi, de Pio Marmaille, et qui ressente tout ce qu'il ressent en termes de son, qui soit un peu noyé comme lui dans une sorte de mélange de sons qui discerne pas totalement, et dont il faut un peu, qui doit analyser en même temps qu'il comprend pas. Enfin voilà, j'avais vraiment envie de mettre le spectateur dans sa peau. Donc on a fait un travail un peu en profondeur spécifiquement sur cette scène, mais après c'était assez jouissif, hein, comme travail, de travailler sur
le son qu'allait faire tel ou tel effet spécial, les éclairs, comment on allait les designer, écouter les différentes couches de son, choisir, faire un mélange entre différentes couches de son. C'était un travail assez fun. Ouais. L'approche spécifique pour les pouvoirs, est-ce que vous aviez discuté quand même un petit peu avant, s'il y avait un peu des sortes de molécules un petit peu, je sais pas, qui venaient soit du feu ou de l'eau, ou genre de choses. Vos références même. Si même. vous avez... Ouais, on a eu quelques discussions, disons qu'en fait, c'était... on avait des discussions. Après, c'est toujours un peu abstrait, les discussions sur le son. Il faut trouver les bons mots, etc. Moi, j'ai essayé de donner un peu des impressions plus le sentiment que je voulais ressentir pour chaque son, plus que des trucs très concrets. Et après, le sound designer me faisait des propositions. Pascal, il aime bien travailler pas mal avec des sons d'animaux déformés qui tordent dans tous les sens, qui modifient. Il y a des moments où ça fonctionnait super bien, d'autres non, et donc on est parti sur d'autres choses, des trucs plus des bruits d'eau, des bruits de frottement qu'on a aussi beaucoup totalement tordus, changés, etc. Pour la composition de la musique, vous aviez commencé déjà un peu en amont, avant le tournage, ou est-ce que Adrien Prévost est arrivé vraiment à la toute fin? Non, Adrien Prévost et Nino Vella, ils sont arrivés à la toute fin. Ouais. Moi, j'avais quelques idées, mais non, ils sont vraiment arrivés en début d'année 2020, quand le travail sur les effets spéciaux avait commencé à bien avancer. Ils sont arrivés, ils ont vu une version du film pas finie, et ils m'ont fait une proposition sur une petite scène que j'ai tout de suite trouvé hyper convaincante. Et après, on a pas mal échangé. On a été, je leur ai envoyé, je crois qu'on en a déjà un peu parlé, mais je leur ai envoyé quelques références de BO de James Newton Howard, de BO de Shirley Walker. Je leur ai envoyé un thème de Ennio Morricone pour le thème principal qui me semblait un bon référent pour le thème principal du personnage principal de Moreau. C'était lequel ? C'était un thème et pour quelques dollars de plus, le personnage du méchant qui est joué par Volonté, l'acteur italien. Et le nom du thème, c'est le nom de son personnage dans le film, j'ai un trou. Mais c'est un thème hyper beau, très mélancolique. Et en fait, je crois que le déclic s'est fait quand je leur ai envoyé celui-ci et un autre thème tiré du dessin animé Batman d'un personnage qui s'appelle le Fantôme Gris dans Batman, qui est un thème aussi assez mélancolique. C'est un personnage de super-héros un peu vieillissant dans Batman, et je pense que c'est les deux rêves qui leur ont permis de trouver ce thème que moi j'aime tant dans le film, qui revient à plein d'endroits et qui fonctionne super bien, qu'ils ont réussi à décliner dans un truc par moments épique, par moments un peu plus triste et mélancolique. Et après, on a été enregistrer la musique à Bruxelles, dans des studios à Bruxelles. Donc il y avait un orchestre symphonique, on a enregistré des cordes et des cuivres là-bas. Et voilà, mais ça s'est très très bien passé avec Nino et Adrien. Ouais, ils sont vraiment de ma génération, on a vraiment des références communes. Ouais, ils ont un sens de la dramaturgie, ils perdaient jamais en tête l'enjeu des scènes. Enfin voilà, c'était très cool, et je pense que je referai mon prochain film avec eux. Tu parlais des projections test tout à l'heure, du coup comment vous avez organisé vos projections ?
On en a fait certaines dans la salle de montage et certaines dans des salles, dans des salles de ciné, mais c'était pas à proprement parler des projections test. C'était, il n'y avait pas de public extérieur du tout. Ah, ouais. C'était des gens de la prod ou un peu des gens de l'équipe à qui j'avais envie de montrer le film et j'avais envie d'avoir leur ressenti, etc. Mais on a fait appel à très peu de gens de l'extérieur. Par exemple, ma script, avec qui j'ai une super relation sur le tournage, elle était de très bons conseils pendant la post-prod, elle m'a fait des retours. J'avais pas trop envie de multiplier les avis, parce que je sais aussi que c'est quelque chose d'assez subjectif, et j'avais peur de me perdre aussi dans une quantité d'avis différents et parfois contradictoires. Donc déjà que j'avais mes 3 prods, donc mon père et Emma Javot et Marie Jardillet qui ont produit le film avec lui. Ça faisait déjà 3 retours à chaque fois qu'on montrait une étape de montage. Et ils avaient des retours intéressants, donc je voulais pas non plus multiplier plus que ça à chaque fois les avis, quoi. Quels étaient les retours de la projection à Deauville, puisque je pense que ça doit être la première véritable projection publique. Ils étaient excellents. Mais vu que 2 semaines avant, il y a eu la Projo Équipe, je l'ai abordé beaucoup plus sereinement et j'étais content de tous ces retours hyper positifs qu'on a eus. Il y avait un peu de presse dans la salle, il y avait un peu de public aussi, et c'était très positif. Mais ce qui était vraiment tripant, c'était l'expérience d'être là-bas, en fait, avec mes acteurs. Il y avait tout le monde, enfin tous les acteurs principaux, sauf Leïla qui n'a pas pu se libérer. Mais c'était vraiment super tripant de les retrouver tous, de présenter le film tous ensemble. Il y a un truc, c'est que moi, le festival de Deauville, je le fréquente depuis que je suis vraiment tout petit. Parce que ma grand-mère a une maison à Deauville. Et donc elle m'emmenait à des séances. Elle m'emmenait à des séances là-bas alors que j'avais même pas l'âge d'aller dans ce festival. C'est un truc normalement qui est réservé pour les majeurs. Enfin, je sais pas comment on se débrouillait. Je réussissais, à partir de mes 13-14 ans, je réussissais à aller dans pas mal de projections là-bas. Donc c'était vraiment un rêve de gosse pour moi de voir mon film projeté là-bas. Écoute, c'était cool. Les gens ont applaudi, étaient contents. On a eu des super retours presse. Est-ce que tu as eu un peu des critiques ? J'ai eu une critique. Il y a eu une critique négative d'un journaliste dont je dirais pas le nom, mais qui m'a bloqué sur Twitter. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi. Ah ouais, il a dû vraiment pas aimer le film pour bloquer le réal sur Twitter. Alors que je le connaissais même pas, je lui ai pas parlé, etc. Il y a eu je crois qu'il y a eu peut-être un peu déçu sur le climax de fin, sur l'action. Je sais pas si j'ai le recul vraiment encore pour analyser ça. Est-ce qu'on n'en a pas mis assez d'action dans le film ? Est-ce que le fait que ce soit un film de super-héros, il y a des attentes forcément en termes d'action et on les a pas totalement on n'a pas totalement rempli la promesse à ce niveau-là. J'ai pas encore le recul pour ça. En même temps, comme c'est pas directement un film de super-héros, c'est peut-être aussi pour ça, mais peut-être que les gens, quand ils rentrent en salle, ils se disent peut-être que je vais voir un film de super-héros comme n'importe quel autre, et finalement, non, c'est pas exactement ça. Ouais. Peut-être que aussi le côté assez, entre guillemets, réaliste des scènes de baston pur, pas les scènes d'effets spéciaux, mais les quelques scènes de baston qu'il y a dans le film, le côté très âpre. Peut-être que les gens avaient des attentes sur un truc plus chorégraphié, plus je sais pas comment dire, peut-être plus hongkongais, j'en sais rien, mais là où j'étais aussi surpris positivement sur les réactions sur le film, même avant Deauville, même justement quand on l'a présenté au sélectionneur de Deauville, à la Projo Équipe, c'est l'humour dans le film.
qui parle beaucoup, enfin les gens aiment beaucoup cet aspect-là du film, je le ressens vraiment. Et moi je mesurais pas à quel point, enfin tu vois, pour moi, voilà, c'est un film où il y a quelques petits traits d'humour par moment, mais ce truc un peu, cette atmosphère, enfin ce ton un peu léger qui est amené par la nonchalance du personnage de Pio, qui est amené par Benoît Poulvorde, et puis aussi parce que moi j'étais très déçu de l'aspect comédie de mes courts-métrages. En fait, je trouvais qu'ils font... Enfin, les moments de comédie dans mes 2 courts-métrages, je trouve qu'ils fonctionnent pas, en fait. Donc, je sais pas, je me suis dit, bon, voilà, il y a quelques petites vannes, on essaye des trucs, on fait des trucs, mais je le voyais vraiment comme un truc secondaire au film, et c'est l'un des trucs qui plaît le plus, et qui, je crois, en fait, fonctionne bien dans le film. Donc ça, j'en suis assez content et assez étonné quand j'ai eu les premiers retours. J'étais assez étonné que les gens apprécient ça à ce point. Pour tout vous dire, le sélectionneur de Deauville, il a même dit en sortant de la salle, ah ouais, c'est super, c'est hyper bien foutu, c'est très drôle. Pour moi, il a même dit, pour moi, c'est vraiment une grande comédie. Et quand il a dit ça, je pense pas que le film soit une comédie, mais quand il a dit ça, j'étais tellement étonné de me dire que des gens pouvaient ressentir ça vraiment comme une comédie d'action, en fait. Vraiment, je ne pense pas que le film soit une comédie d'action, mais que certaines personnes puissent le ressentir un peu comme ça, c'était vraiment étonnant, quoi. Très étonnant. Normalement, donc, le film devait sortir en octobre 2020. Donc nous sommes en mi-février 2021. Quelle est la suite pour le film? Est-ce que vous attendez la Alors, sortie sachant que vous n'avez aucune visibilité sur la réouverture des salles, actuellement, on ne sait pas trop où on va, hein, on n'a pas de date. Ouais, combien de temps vous pensez tenir comme ça? Et puis, quel est votre plan B? Le film est daté toujours pour le 21 avril. On est quoi aujourd'hui? On est mi-février. Voilà, on se dit qu'on va garder notre date pour le moment parce que c'est une excellente date, c'est les vacances de Pâques. On pense que si les salles ont rouvert à ce moment-là, que c'est vraiment une très bonne date. Après, effectivement, si les cinémas rouvrent toujours pas, s'il faut attendre encore l'été, le début de l'été, faudra qu'on rechange de date. C'est marrant parce qu'en fait, c'est un peu chiant d'être dans cette expectative, mais moi comme j'ai fini mon film, j'ai presque l'impression d'être déjà passé à autre chose. Donc ce qui est un peu relou en fait, c'est que ça me ramène au film que j'ai déjà fini, tu vois. J'aimerais, tu vois, que le film sorte le plus rapidement possible pour tourner la page, tourner vraiment la page. Bon, le film correspond à ce que tu imaginais dès le départ. Le film ne ressemble pas à ce que j'imaginais au départ, parce que ce que j'imaginais au départ était très différent et a beaucoup changé. Mais moi, je pense que le film est mieux que ce que j'imaginais au départ. Parce que quand j'ai commencé à bosser sur ce film, j'étais très jeune et que je pense que ma vision n'était pas encore mûre et que il est très différent de ce qu'il était au départ. Est-ce que j'ai des regrets quand même, des choses je réfléchis je pense que j'ai pas encore assez le recul pour ça. Non, mais par contre, je peux peut-être te reposer la question. Quelles sont les 5 erreurs que tu ne referas pas pour le prochain? Disons que j'ai pas envie de repasser 10 ans sur un film déjà, ça c'est sûr. Ah oui, il y a un truc que je pense que je pense que j'aurais pu un peu plus mieux gérer sur le film, c'est le nombre de décors. Je pense que le fait d'avoir beaucoup de décors fait que ça coûte cher d'avoir beaucoup de décors parce que ça fait des déplacements, ça rallonge le temps de tournage. Je pense que si je me creuserais encore plus la tête aujourd'hui pour trouver des solutions pour peut-être enlever encore quelques décors du film et pour passer un peu plus de temps sur certaines scènes, sur
dans certains lieux. Voilà, c'est un truc vraiment que j'ai envie pour mes prochains projets de pas à ce point multiplier les décors, les déplacements entre un lieu, de faire plusieurs décors. C'est très fatigant de faire plusieurs décors dans une même journée pour les acteurs, pour les équipes. J'ai aussi, en fait, je vais plus parler en termes de plus d'envie de ce que j'ai envie de faire différemment. Ça veut pas dire que je regrette forcément, mais et du coup j'ai aussi envie de faire des projets, soit séries ou films, avec des scènes un peu plus longues. J'ai très envie là de, comme le film a un rythme assez rapide, assez effréné, une enquête policière qui va assez vite. J'ai vraiment, ça veut pas dire que je trouve que le film va trop vite, mais j'ai très envie de passer un peu plus de temps, de faire des scènes qui durent un peu plus, avec tu vois, des scènes où il y a des personnages qui parlent, qui prennent des scènes de dialogue un peu plus longues, des scènes aussi, des scènes sans texte aussi, qui prennent le temps, où j'ai le temps de me poser sur vraiment des regards, des attitudes. Voilà, j'ai vraiment envie de faire des projets un peu plus posés en termes de rythme. On parlait des bagarres tout à l'heure, peut-être que je ferais les choses un petit peu différemment quand même si je devais les refaire. Aujourd'hui, je me demande un peu si je me suis pas peut-être un petit peu trop reposé sur mon régleur de cascade et de bagarre pour ces scènes-là. Ouais. Et peut-être un peu aussi trop sur mon chef-op. Et peut-être que j'essaierai de faire les choses un peu plus précisément, de prendre plus de temps aussi pour faire si je refais des scènes de baston, d'avoir plus de temps de tournage pour ces scènes-là. Tu peux nous parler de ton prochain projet, qui serait apparemment une série ? Ouais, je peux pas trop en dire malheureusement, mais c'est une série fantastique qui lorgne un peu sur la SF, qui est, disons, un mélange entre Signe de Shyamalan, Stand By Me, et ouais, c'est ça, c'est un road trip fantastique, disons. Voilà. Je peux pas trop en dire, ça tourne autour d'une famille, mais c'est un projet. J'ai eu l'idée, c'est marrant, j'ai eu l'idée vraiment juste après avoir mis la touche finale au film. Et dans l'idée, c'est une série pour plateforme, format 30 minutes, 6 x 30 minutes ou 8 x 30 minutes. Voilà, avec un côté un peu teen aussi. Écoute, voilà, j'ai envie de revenir un peu à mes premiers amours ciné. Ce film c'était un peu le film, c'était un peu une déclaration d'amour à mes premiers amours de lecture, une déclaration d'amour aux comics, aux super-héros. Et là, j'ai un peu envie de revenir à mes premiers amours vraiment ciné, donc le cinéma fantastique à petite échelle, à la Shyamalan, voilà, de ces films que j'ai découverts au cinéma quand je commençais à aller seul en salle en 99-2000. Voilà. Je réfléchis aussi à une suite de comment je suis devenu super-héros. Parce qu'en fait, le fait d'avoir passé 10 ans sur ce projet fait qu'en fait, je me rends compte que ces personnages, ils font vraiment, vraiment partie de moi, quoi. J'ai un peu de mal à les quitter, et je me dis que aussi avec toutes les versions de scénario qu'il y a eu, je me rends compte j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres choses à raconter sur ces personnages, et il y a des choses quand même que j'ai laissées de côté dans certaines versions que j'aimerais bien réutiliser pour une éventuelle suite. Voilà. Est-ce que tu penses que le cinéma de genre finalement a un avenir en France sans les plateformes ? Ouais, je crois. Ouais, carrément. Carrément, moi je crois que si les spectateurs, le grand public va voir des films de genre étrangers,
Après, ça dépend ce que tu définis par film de genre, mais moi je crois que c'est aussi notre rôle à nous, réalisateurs qui aimons le film de genre en France, de détromper le public qui parfois a un certain a priori, en pensant que le film de genre, c'est un truc qu'on ne sait pas faire et qui est du domaine que c'est les Américains, les Espagnols, les Asiatiques qui savent faire. Il faut leur donner tort. Il faut qu'on propose des films qui soient de qualité. Et je pense qu'une fois qu'on aura fait ce travail... Tu penses qu'on manque de films de qualité ? Enfin, que ça manque un peu ? Je pense qu'on n'en a pas eu assez, en fait. Pendant des années, il y a eu très peu de films de genre. Je sais pas, j'ai en tête le Pacte des loups, moi, qui était un vrai événement, qui est un peu le dernier gros film de genre qui a marché en France, qui a rassemblé vraiment beaucoup de public. Je crois que ça a fait près de 2 millions d'entrées à l'époque. C'est il y a longtemps. Ouais, c'était il y a longtemps. C'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans. 15-20 ans, ouais. Il y a 20 ans. Ouais. Et ça avait fait 5 millions d'entrées. 5 millions d'entrées ? Ouais. Putain. Ça avait bien marché. C'était la même année où il y avait Amélie Poulain aussi qui avait bien cartonné aussi. Ouais. Mais voilà, c'est notre rôle à nous réalisateurs de tordre le cou à cet a priori qui existe, voilà, qu'on ne sait pas faire de films de genre, qu'on ne sait pas faire de films ambitieux, mais moi avec tous les projets là, que je vois arriver, que ce soit des plus petits projets comme les projets portés par The Jokers, que ce soit des projets un peu plus grand public et populaire, le gros film Les Trois Mousquetaires qui arrive là, je sais pas si on peut parler de film de genre, mais en tout cas de films ambitieux, que ce soit des films à costume, des films policiers, des films, des fresques. En fait, c'est notre rôle à nous, réalisateurs qui aiment le genre, de faire en sorte que le cinéma de genre ait un avenir en salle. Moi j'y crois parce que je suis persuadé qu'en tant que réalisateur, je peux faire des films de genre de qualité, mais voilà, je sais que je suis pas le seul et donc que le film de genre a un avenir en salle et en plateforme partout. Ouais, je crois. C'est mon côté un peu optimiste. Ta dernière claque cinématographique, si on peut dire ça comme ça, ou à la télé, ou... Ma dernière claque... attends, laissez-moi prendre le temps Je sais que tu nous avais parlé du film Mignonne, mais... Ouais, c'est l'un des films français que j'ai préféré. D'ailleurs, je suis très étonné il est présent un peu aux nominations au César, mais j'aurais voulu qu'il le soit un peu plus. Moi, j'ai adoré le film. C'est un premier film, je crois. Il est dans le meilleur premier film. C'est un premier film, et moi, je trouve que c'est un film qui raconte un truc sur notre époque, sur la jeunesse d'aujourd'hui, qui est vraiment très, très fort. J'ai adoré aussi le film d'Emmanuel Mouret, moi, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. C'est les 2 films français vraiment que j'ai adoré là cette année, parce que je trouve que voilà, c'est vraiment des propositions puissantes, singulières, à part dans le paysage audiovisuel français. Quelle est selon toi la qualité indispensable pour être un bon réalisateur ? Je vais me répéter, mais c'est d'aimer échanger, d'aimer dialoguer. Enfin, moi, je le vois comme un aspect hyper important pour un réalisateur. La curiosité aussi de rencontrer des gens avec qui on n'a jamais bossé, d'être toujours curieux de nouvelles expériences, de nouvelles idées, de nouvelles approches, de nouvelles manières de travailler. De jamais se reposer sur les gens avec qui tu as déjà travaillé, les idées, les choses que tu sais faire. Je crois que la curiosité, c'est hyper important. Bon, j'ai fait qu'un seul film, donc c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais pour pas se répéter, se reposer sur ses lauriers, être curieux de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres. En tout cas, moi, je le vois comme un aspect essentiel de mon travail en tant que réalisateur, moi, et je pense que c'est si t'as pas ça,
T'es un peu amené à soit te répéter, soit t'enfermer dans un truc qui est tout le temps un peu la même chose, quoi. Voilà. Merci Douglas. Bah, merci à vous, c'était cool. Merci. Salut. Salut, merci. C'est la fin de ce 13e numéro de Dédale, podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, Spotify et Deezer. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook. À très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.